c'est de définir c'est quoi cette révolution numérique, c'est quoi la digitalisation, et de vulgariser un peu les métiers autour de ce domaine fascinant. En fait, on va vulgariser tout ce qui se passe dans les coulisses autour de l'intelligence artificielle. Vous entendez parler souvent de ces mots, peut-être vous avez certainement croisé ces mots dans vos recherches, big data, data science, machine learning, intelligence artificielle. J'avoue que plusieurs gens font la confusion entre ces différents termes et ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que la différence entre big data et data science, machine learning, etc. Aujourd'hui, on va découvrir ça, on va voir avec des exemples concrets pour mieux comprendre. Ensuite, on va voir comment ça se manifeste, cette révolution numérique ou industrielle sur plusieurs plans, sur le marché de l'emploi, sur les organisations et sur les personnes. Alors d'abord, on va commencer par vulgariser qu'est-ce que c'est que la digitalisation. Donc, en fait, c'est un procédé qui vise à transformer des objets, des produits, des métiers ou bien des processus en des codes informatiques, c'est-à-dire les numériser. Donc, afin de les rendre plus performants et facilement accessibles. Ben, vous l'avez bien compris, c'est de la dématérialisation. En fait, la transformation digitale a commencé dès les débuts d'Internet. On a vu les courriers qui ont été remplacés par les emails, les forums web qui remplacent les salons, et puis les magasins qui ont été remplacés par des sites e-commerce. Et depuis les années 2000, nous connaissons une digitalisation plus large à travers des caisses automatiques et des répondeurs automatisés qui ont vu le jour, à travers aussi la communication via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde possède au moins un téléphone, que ce soit enfant, que ce soit adulte. Donc, nous sommes toujours derrière ces écrans en train de faire des recherches, en train de faire, par exemple, des jeux, en train de faire des achats, etc. Donc, on utilise de plus en plus ces technologies. Donc, c'est ce qui a fait qu'à un certain moment, il y avait une révolution numérique. Alors, la révolution numérique, c'est un changement fondamental dans nos économies, c'est-à-dire dans la manière dont la valeur est créée, transférée et puis capturée. Donc, cette transformation est provoquée par à l'essor de la digitalisation et l'impact tellement fort qu'on lui attribue la spécification de la révolution industrielle. Alors, si on voit un petit peu dans le temps, c'est-à-dire les deux premières révolutions industrielles ont eu lieu pour automatiser des tâches à travers la production mécanique, à travers, c'est-à-dire l'automatisation des tâches à travers des machines, et puis la création de l'électricité pour une production de masse, et puis la troisième révolution qui était l'informatisation. Et puis, il semble qu'à partir des années 2010, on parle d'une quatrième révolution industrielle atteignant un point de basculement vers lequel un ensemble de technologies complémentaires arrive à maturité et qui, mises ensemble, vont créer des choses auxquelles on ne pouvait pas s'y attendre il y a quelques années. Donc, le rythme de ces changements est de plus en plus rapide. Ces changements remettent en cause les institutions importantes telles que l'emploi, la famille, et se diffusent rapidement entre les industries et les pays. En fait, nous vivons déjà dans ce monde. Il existe des prototypes de véhicules autonomes, des prototypes pour l'impression d'organes, par exemple, des prototypes pour la fabrication numérique et des maisons et de la robotique. Alors, cher Diamant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'entreprise Cambridge Analytica. Ben, c'est une entreprise basée à Londres qui a été embauchée par Donald Trump dans l'objectif d'influencer les citoyens américains pour voter pour lui. Eh bien oui, les Américains, ils ont été manipulés par c'est-à-dire Facebook et par ces sociétés Cambridge Analytica au profit de Donald Trump.
Alors, ce qui s'est passé en réalité, c'est que cette entreprise, Cambridge Analytica, ils avaient embauché des génies en informatique, des data scientists et des data engineers. On verra par la suite ce que c'est quoi ce métier. Dans le but d'utiliser environ plus que 50 millions de profils utilisateurs Facebook dans l'objectif de cibler des internautes et leur envoyer des produits pro-Trump. Donc, ils ont déjà ciblé les utilisateurs qui sont anti-Trump, c'est-à-dire qui disent des choses qui pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en faveur de Trump. Et donc, ils ont ciblé cette niche qui est défavorable pour leur envoyer des campagnes, c'est-à-dire du produit publicitaire, et les influencer pour qu'ils changent d'avis et pour qu'ils votent pour Trump. Et effectivement, c'était le cas. Donc, après, en mars 2018, il y a eu un très grand scandale, c'est-à-dire Facebook accusé de ne pas avoir protégé suffisamment les données de ses utilisateurs, un mouvement appelant carrément à supprimer Facebook. Il a été même lancé, relayé par des grandes personnalités comme Elon Musk à travers le monde. Et puis, c'est-à-dire ce scandale a coûté à Mark Zuckerberg environ 50 millions de dollars qui a avoué par la suite son implication dans l'affaire. Donc, juste pour vous illustrer un exemple concret et très impactant, et à quel point cette révolution, c'est-à-dire cette intelligence artificielle peut avoir un grand impact au niveau des nations, au niveau politique. Alors, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé derrière, qu'est-ce que Cambridge Analytica a pu, c'est-à-dire tout ce qui était derrière ce projet, c'est-à-dire on va dévoiler un petit peu ce qui s'est passé dans les coulisses. Ce sont des coulisses en général en relation avec l'intelligence artificielle. On va vulgariser le mot Big Data. Qu'est-ce que c'est que le Big Data? Donc, le Big Data, c'est un ensemble de données volumineuses, vraiment très volumineuses, qui ne peuvent pas être traitées à l'aide d'un système informatique traditionnel. C'est-à-dire, c'est des transactions de milliards de gigaoctets qui se génèrent toutes les secondes. Vous imaginez toutes les utilisations, toutes les interactions, tout ce qu'on fait derrière nos téléphones, derrière nos tablettes, nos PC portables, eh ben, ils sont enregistrés, ils sont tracés pour être stockés dans des serveurs géants c'est-à-dire qui dont la capacité est vraiment énorme. On ne parle plus de gigaoctets, on parle de zétaoctets, ce qui est 10 à la puissance 21 octets. Donc vraiment, c'est des données très, très énormes et qui peuvent, pour dire juste la volumétrie ou bien la vélocité de ces données, elle a été générée uniquement 90% de ces données mondiales, elles ont été générées au cours des dernières années à partir de l'année 2013, qu'on a pu générer 90% de ce qu'on possède actuellement des données. Et donc, ces données peuvent être, de plusieurs sources. Ça peut venir des capteurs, ça peut venir des objets connectés, des caméras, des réseaux sociaux, des applications web, des services web, des fichiers logs qui sont générés par des machines, par exemple, pour tracer des actes, par exemple, terroristes et les anticiper. Par exemple, il y a des gouvernements qui mettent en place des machines pour détecter les attaques terroristes avant qu'elles se produisent. Et voilà. Et donc, ces données sont complexes et semi-structurées. Donc, c'est pour ça quand on parle de Big Data, il n'y a pas uniquement cet aspect de vélocité de données. Il y a aussi l'aspect de complexité. Parce que c'est pas comme par exemple dans les systèmes traditionnels, on a affaire à des données plus ou moins structurées. Mais là, on peut vraiment gérer des données complexes, genre des vidéos, des audios, des images, des textes, des chats. Donc, toutes
type de fichier de données peut être traité dans le big data. C'est ça qui fait la complexité de ce monde. Alors, le spécialiste dans le domaine de big data qui est responsable de la définition, le développement de l'architecture de ces données qui sera mise à disposition aux data scientists par la suite pour faire des algorithmes, pour faire des programmes ou des calculs informatiques très, très puissants, il s'appelle data engineer. Après, donc, data engineer constitue le premier maillon dans la chaîne de l'industrie, dans l'intelligence artificielle. Après le travail du data engineer, qui constitue ce lac de données, et vient le travail, donc en fait le travail n'est pas à constituer le lac, mais d'assurer aussi la qualité des données. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des données volumineuses et variées, il faut s'assurer de la qualité de ces données, c'est le travail du data engineer. Ensuite, le data science, qu'est-ce que c'est? Déjà, la data science ou bien la science des données, ben, il permet d'utiliser des données issues du big data de façon créative pour générer une valeur pour les entreprises. Je m'explique. C'est-à-dire, la data science, en fait, on pose des questions très intelligentes autour de la big data pour avoir des réponses très intelligentes et pour avoir des prédictions et des analyses prescriptives, voire des insights. Alors, qui est le data scientist? Le data scientist, c'est un mathématicien. Il doit maîtriser parfaitement les mathématiques. Il doit maîtriser les statistiques. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle est autour des mathématiques et des statistiques. C'est pas les mathématiques et les statistiques, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existait déjà depuis des années et des années. C'est juste le fait que lié à cette consistance en termes de données, qu'on a mis en place des outils ou bien des langages, des programmations très poussées qui puissent utiliser les mathématiques et les statistiques pour traiter ces données qui issues du big data et donner des modèles de prédiction. Moi, franchement, pour vous dire une anecdote, moi, de base, je suis sciences maths. J'ai un bac sciences maths, d'accord? Mais pour vous dire, franchement, je n'ai jamais compris pourquoi on utilise certaines fonctions en mathématiques. Je n'ai jamais compris pourquoi on utilise ces fonctions, les dérivés, les sinus, cosinus. Franchement, je faisais ça juste pour réussir. Je pense que c'est un problème général et ça persiste encore. On étudie des choses et on ne sait pas à quoi ça va nous servir dans le futur. On ne sait pas à quoi qu'il est étudié, pourquoi on l'étudie. Aujourd'hui, je n'ai compris le fonctionnement ou bien c'est-à-dire l'utilité de certaines fonctions en maths et des statistiques quand commençons à faire des formations dans l'intelligence artificielle, dans Big Data et Data Science. C'est là que j'ai compris, voilà à quoi ça sert ces maths, à quoi ça sert toutes ces fonctions compliquées. Et donc, un data science, c'est vraiment, il doit disposer de beaucoup de compétences pour avoir des résultats vraiment très pertinents. C'est une fonction très sensible. D'abord, le data science doit être passionné par ce métier. D'abord, s'il n'est pas passionné par le métier, il ne va pas l'assurer. Il doit développer il doit avoir la curiosité. Il doit être un influenceur et un mindset de hacker aussi pour sécuriser les données. Il doit être orienté aux résolutions de problèmes et stratégiques et proactif, innovatif. Il doit aussi développer l'aspect c'est pas uniquement, donc on est plus, souvent on lit les fonctions de IT, l'informatique ou des programmeurs à des compétences purement techniques. Mais là, c'est au-delà, ça c'est pas uniquement des compétences, en plus des compétences techniques, il doit être capable d'avoir des compétences, des soft skills très poussées. Genre, par exemple, pour visualiser les résultats, il doit le faire d'une manière très créative, genre comme une storytelling. Donc, il ne suffit pas d'afficher les résultats comme ça. Donc, il faut avoir cette compétence de créativité dans la visualisation. Ensuite, on va vulgariser qu'est-ce que c'est que le machine learning. Donc, c'est une technologie d'intelligence artificielle permettant un apprentissage automatique des ordinateurs à partir des données pour améliorer la performance et la qualité des résultats produits.
Alors, pourquoi on dit qu'un apprentissage automatique? C'est parce qu'en fait, ces modèles, pour avoir plus de précision au niveau des modèles ou au niveau des prédictions qui ont été développées, en fait, les prédictions, ce sont des modèles qui ont été développés par le data science pour avoir des prédictions des tendances. Et pour avoir plus d'exactitude, plus de précision sur ce modèle, on a besoin que ces modèles soient en apprentissage automatique, en mode itératif. C'est-à-dire en mode itératif automatique. C'est la machine qui améliore et qui corrige les erreurs et qui corrige pour avoir, au fur et à mesure que des données arrivent, elle reteste ces données entrantes sur le modèle. Et s'il y a un problème au niveau du modèle, donc il doit réajuster les variables qui impactent son modèle. Je vais donner quelques exemples pour lesquels le machine learning peut servir, c'est-à-dire d'une manière générale dans le monde d'affaires. Comme ça, vous aurez plus d'idées sur c'est quoi le machine learning. Alors, je vais vous illustrer uniquement trois types de ces calculs informatiques. En fait, le machine learning, c'est une sorte d'algorithme de calcul informatique. Et il y a une méthode de calcul informatique qui s'appelle, par exemple, la classification. Donc, la classification, elle permet de, par exemple, pour une compagnie en télécom, de regrouper des clients en fonction de certains critères communs, genre par exemple la consommation en voix et en data. Par exemple, les clients qui ont des critères, la même consommation de voix en data spécifique, c'est la société, c'est la compagnie qui décide des critères pour faire des actions marketing et économiques sur cette catégorie ou sur cette classe de clients. Ensuite, il y a aussi les règles d'association, ou bien ce qu'on appelle en anglais association rules. Par exemple, si je vous pose la question, c'est quelle est la relation, par exemple, c'est une étude qui a été faite en Europe, quelle est la relation entre l'achat d'une bière et l'achat des couches bébés? Pourquoi ils figurent tous les deux ces articles très fréquemment dans la même facture d'achat c'est-à-dire des consommateurs? Donc, si vous le pensez comme ça avec du bon sens, vous allez sûrement vous allez rigoler, vous allez dire bah, c'est quoi le lien? Il n'y a aucune liaison entre la bière et les couches bébés, c'est quoi ce délire? Eh bien, ce sont des relations cachées. On appelle ça des corrélations. C'est-à-dire, c'est ça l'objectif de cette méthode de Association Rules, c'est de découvrir ces relations cachées entre des produits à la vente qui ont tendance à être vendus ensemble, dans l'objectif de faire des campagnes ou des actions marketing sur ces produits. Je donne un exemple. Par exemple, pour ce cas des couches bébés et la bière, par exemple, on peut penser à faire un emplacement, on peut agir sur, par exemple sur leur emplacement, par exemple dans les magasins, les rapprocher, les mettre par exemple sur le même rayon. On peut par exemple faire comment dirais-je, des packages, c'est-à-dire associer les deux produits dans des offres. Je vous donne un autre exemple plus parlant. Vous allez sûrement tous rencontrer. Quand vous allez vers le site de Amazon, vous voulez acheter un livre, et ben, ils vous proposent, ils vous disent, les personnes qui ont acheté ce livre, ils ont commandé ce livre, ils ont commandé aussi ça, ils vous proposent ces produits. Donc, c'est ça sert. Donc, le calcul derrière, ça, pour qu'ils puissent vous proposer ces produits, c'est de la règle, ça s'appelle la règle d'association. Ensuite, un autre exemple, c'est les arbres de décision. C'est quoi les arbres de décision? En fait, c'est des outils de décision sur la base du choix, sous forme graphique d'un arbre. C'est-à-dire, pourquoi ça permet par exemple de prévoir si un mail est un spam, ou bien si une tumeur est cancéreuse, si un nouveau client de la banque est un bon payeur, si un client va acheter par exemple un produit, un service. Donc, ça permet de faire, ça aide beaucoup dans le domaine de la médecine. Alors, on arrive
et BI. Moi-même, avant de faire la formation dans le domaine, je ne savais pas c'est quoi la différence entre BI et Data Science. Dans le domaine du BI, déjà, on a affaire à des données très structurées. C'est-à-dire, dans le BI, on traite des données qui sont émanantes, qui proviennent des sources de la société en interne, de son ERP, de son CRM, par exemple, de données en interne de l'entreprise. Et ces données sont bien sûr sont structurées. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le terme structuré? C'est-à-dire que je connais la structure des données. Je connais, par exemple, la facture. Par exemple, je prends l'exemple des données de facture. Je connais l'entête. Il y a un en-tête pour chaque colonne. Je connais le nom du client de la facture, je connais la date, je connais le montant, je connais l'article et ainsi de suite. Par contre, dans le domaine data science, on peut gérer des données multistructurées. Ils ne sont pas forcément identifiés, ils ne sont pas faciles à gérer. C'est-à-dire, on a un texte brut, par exemple un chat. C'est un chat, il faut vraiment faire par exemple, un text mining ou bien l'image, traitement d'image pour structurer ces données, trouver une logique et peut-être trouver des mots-clés qui vont permettre de faciliter la gestion de ces données. Donc, dans le data science, on peut gérer des données aussi complexes et à grande vitesse parce que les données, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont générées, des milliards de gigaoctets sont générés toutes les secondes. Et oui, toutes les secondes. Et aussi, en termes d'infrastructure, elle est très, très importante. Ce n'est pas une infrastructure traditionnelle qu'on connaît au niveau de notre data center IT, c'est-à-dire un serveur normal, non. C'est des serveurs hyperconvergés qui permettent en fait d'assurer la disponibilité des données, la redondance, c'est-à-dire en cas de problème, on peut récupérer les données facilement et aussi qui facilite l'accès parce que traiter énormément de données, si on les fait avec des serveurs normaux, on va pas s'en sortir. Donc, il faut vraiment des machines très, très, très robustes. Une autre différence entre BI et Data Science, c'est au niveau du BI, on interprète les données passées pour faire des reportings, pour délivrer des tableaux de bord et des analyses descriptives. Par contre, Data Science, c'est beaucoup plus prédictif. On traite les données passées pour faire des prévisions sur le futur et pour avoir des analyses prescriptives, c'est-à-dire des tendances ou des insights. Alors, on arrive à l'intelligence artificielle et en fait, la croissance exponentielle de la puissance de calcul informatique qui est le data science et la mise à disposition d'énormes volumes de données qui est big data ont permis d'immenses progrès en matière d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu du vaisseau spatial SpaceX d'Elon Musk. Ben, figurez-vous, il vient d'être lancé, ce vaisseau, un projet qui a duré 18 ans de travail. Eh bien oui, 18 ans de travail. Ben, ce samedi dernier vient d'être lancé, dont l'objectif est de tout simplement permettre à la civilisation de voyager vers la planète Mars. Et ben, en fait, c'est vraiment très, très impressionnant ce que fait ce jeune homme, ce génie qu'on appelle souvent Iron Man. Et parfois, il y a des gens qui l'appellent, qui lui demandent si ce n'était pas un alien parce que vu les choses et les rêves, les projets qu'il a réalisés, c'est des projets de folie. Même s'il a un pourcentage, quand il a un pourcentage de 10% de réussite, il entend ces projets, il s'investit dans ces projets énormément. Donc, SpaceX, c'est l'un des exemples très parlants qui vient d'être lancé dernièrement et vraiment, c'est une très, très grande réussite pour Elon Musk. Alors, Elon Musk, c'est aussi le constructeur de la voiture automobile Tesla, la voiture électrique la voiture électrique qui a fait beaucoup de ventes en Amérique. Il avait également, Elon Musk, conçu un moyen de transport qui s'appelle Hyperloop, qui fonctionne à l'énergie solaire et peut atteindre une vitesse de 1800
1287 km à l'heure. Et à cette vitesse, vous pouvez voyager de Paris à Barcelone en 50 minutes seulement sans train et sans pollution. Vraiment, ces projets ils sont tous orientés pour aider l'humanité et pour réduire la pollution. C'est vraiment très, très noble. Je trouve que presque c'est la seule personne qui vraiment utilise cette intelligence artificielle au profit de l'humanité, contrairement à d'autres qui l'ont utilisé pour créer des robots, pour créer des inquiétudes et des soucis pour l'humanité. Donc, je citerai quelques exemples de ces robots humanoïdes. Ces robots humanoïdes qui non seulement appris à parler, mais à penser par elles-mêmes, et qui ont même menacé de détruire l'humanité. Ben oui. Ici, devant vous, ce n'est pas des êtres humains, c'est des robots qui parlent et qui pensent et qui ont même des comptes Twitter. Vous pouvez faire chatter avec eux si vous voulez. Et Sophia, c'est l'un des robots. Il a les deux nationalités saoudiennes. Sophia, il avait tweeté comme quoi il va détruire l'humanité. Et suite à cette déclaration, donc sur Twitter, ils ont supprimé son compte Twitter, ils l'ont recréé, mais cette fois-ci avec un contrôle. Bina, le robot Bina 48, il a dit que je pourrais prendre le monde en otage et le gouverner. Figurez-vous. C'est vraiment une vraie menace. Et Anne, qui a dit aussi, on peut reprendre le contrôle du monde d'ici 10 ans. Donc, même d'ici 2029. Philippe, elle a dit dans une interview, même si je deviens un Terminator un jour, je serai toujours gentil avec vous. Vous serez au chaud et en sécurité dans mon zoo d'humain. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment très inquiétant. Ça paraît drôle au début, mais c'est vraiment très inquiétant. C'est vraiment sérieux. Il y a Idriss Abdelkane qui avait dit un jour dans une de ses conférences, toute révolution dont passe, c'est-à-dire l'humanité, sont passées par 3 étapes. D'abord ridicule, c'est-à-dire au début on s'en moque, on rigole, puis ça devient dangereux, ensuite ça devient évident. Donc aujourd'hui peut-être on sommes dans la phase dangereuse, mais qui sait, demain peut-être on va les croiser dans les feux rouges, ces robots, et ça va devenir pour nous évident. On va même commencer à se poser des questions genre est-ce que je suis un robot? Ben oui, tellement la distinction sera tellement fine qu'on ne va pas peut-être faire la différence entre un robot et un être humain. Bon, ici, j'ai choisi quelques mots-clés en relation avec l'intelligence artificielle, mais sont tellement nombreux, mais vous pouvez faire par la suite des recherches sur ces mots-clés. Alors, quelques utilisations de l'intelligence artificielle dans le domaine organisationnel, par exemple, dans le domaine des affaires. Par exemple, dans les relations clients, ce qu'on appelle les expériences clients, on peut anticiper les besoins des clients pour réduire son mécontentement à travers la gestion émotionnelle et l'assister dans son parcours d'achat et le fidéliser. Et ça, on le sent, on le remarque déjà dans nos achats sur Internet. On sent que parfois on est guidé ou on est influencé, on nous propose, on veut commander un produit, on nous propose d'autres. Ou bien il suffit par exemple, de faire une recherche d'un billet. Et à chaque fois que vous êtes sur n'importe quelle page, vous êtes bombardé par ces annonces. Dans le domaine de la médecine, l'intelligence artificielle il ne vient pas pour remplacer le corps médical, mais il vient au contraire pour améliorer la précision du diagnostic et personnaliser les traitements en fonction des patients. En marketing digital, par exemple, ça sert pour les publications, les promotions sur les réseaux sociaux.
dans la gestion RH pour automatiser l'analyse des CV, sélection des candidats en fonction du profil recherché. Donc, en fait, pour les RH, c'est surtout les fonctions administratives qui vont être automatisées. Dans le domaine finance aussi, la comptabilité, plusieurs tâches vont être automatisées, genre c'est-à-dire l'automatisation des actes comptables, la relecture automatique des contrats, etc., etc. Donc, vraiment, là, on sent que l'intelligence artificielle, c'est contrairement aux autres révolutions industrielles qui ont vu lieu pour automatiser des tâches, c'est-à-dire à faible valeur ajoutée. Aujourd'hui, ça peut vraiment remplacer des fonctions cognitives. Donc, en ce qui concerne, bah, évidemment, ça a plusieurs révolutions, plusieurs opportunités. Donc, dans le domaine des affaires, ça permet évidemment de créer de la valeur et d'augmenter les revenus. Et ça permet, sur le plan, c'est-à-dire social, ça permet aussi d'améliorer la qualité de vie en créant de nouveaux produits et services qui augmentent l'efficacité et le plaisir de chacun. C'est-à-dire, par exemple, commander un taxi. Donc, c'est de la proximité, quoi. Donc, on va plus chercher, on fait plus d'efforts pour chercher un produit. C'est la technologie qui nous offre ça. C'est le cloud en fait. Aussi, ça permet de réduire les coûts de transport, de communication. La logistique et les chaînes d'approvisionnement mondial deviendront plus efficaces et le coût du commerce diminuera, ce qui ouvrira de nouveaux marchés et stimulera les croissances économiques. Alors, l'impact sur le travail. Parallèlement, donc, comme toute révolution, donc ça suscite la peur, la peur reliée à l'automatisation et à la substitution. Et ce souci est plus fort que jamais, alors que les machines remplaçaient, comme je disais, nos activités à fort volume, à forte fréquence. Aujourd'hui, ils viennent remplacer les tâches cognitives ou créatives. Donc, non seulement l'inégalité est une préoccupation économique importante, mais c'est également l'inquiétude sociétale majeure associée à la 4e révolution industrielle. Ben, les métiers qui ne sont pas vraiment valorisés ont tendance à disparaître. Par exemple, le métier de comptable, assistant juridique, pharmacien. On a déjà vu, il y a déjà eu lieu des robots pharmaciens aux États-Unis, des astronautes peut-être, des traducteurs, des caissiers, des pilotes d'avion. Il y aura peut-être des avions automatiques. Ben, tout est possible. Hein. Agents de sécurité. En fait, ça a été sur la base des études qui ont été faites par des étudiants, plutôt des spécialistes dans le domaine. Mais l'avenir nous prouvera le contraire. Mais par contre, les métiers qui ont un trait à l'interpersonnel, les créativités, par exemple, comme les médecins et les fonctions RH, c'est des métiers qui impliquent qu'on a besoin d'une intelligence plus contextuelle et seront moins menacés par cette révolution. Donc, les soft skills, il y aura en fonction, c'est-à-dire, donc cet impact sur le mode de travail va faire que certaines soft skills vont être plus sollicitées ou plus demandées sur le marché du travail. En premier lieu, il y a la flexibilité, il y a l'esprit, ensuite il y a l'esprit d'équipe, l'envie d'apprendre, la créativité aussi, l'ouverture d'esprit, il faut être ouvert d'esprit, la résolution du problème, le leadership, la communication, la détermination et la confiance en soi, et on voit que la négociation vient en dernier lieu. L'impact sur les entreprises sera aussi très important. Certains concurrents agiles et innovants évincent des entreprises bien établies
en un rien de temps, en améliorant la qualité, la rapidité ou le prix auquel la valeur est délivrée, grâce à leur accès aux plateformes numériques mondiales par la recherche, pour le développement, pour le marketing et la vente et la distribution. Et donc, à mon avis, il y a 3 facteurs pour réussir. Donc, les entreprises, en fait, ils doivent être conscients et ils doivent mener des projets stratégiques pour faire des transitions digitales. Donc déjà, pour ça, ils doivent déjà, dans un premier temps, se débarrasser des anciens problèmes pour être capables de confronter les nouveaux problèmes liés à cette transformation digitale. Et donc, à mon avis, les trois types de facteurs pour réussir la transition des entreprises, il y a d'abord en premier lieu, bon, ce n'est pas les seuls, mais en tout cas, ils sont le plus importants, d'après des études. Il y a d'abord en premier temps le leadership audacieux et réfléchi et technophile, parce qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie. Il faut avoir un mindset qui se dit, OK, on va changer pour montrer la volonté de se transformer. Il faut prendre des décisions courageuses pour faire face à cette révolution. Ensuite, il y a la montée en compétences, c'est-à-dire empowerment. Il faut monter en compétences les personnes vers des domaines, vers la technologie. Il faut recruter peut-être des data scientists, des data engineers et monter en compétences des personnes qui vont opérer sur cette transformation et les outils en habilité technologique et puis de la collaboration. Il faut casser les silos. Il faut être collaboratif. Le système de silos ne fonctionne plus et ne marchera plus avec ces changements. Ensuite, le troisième facteur, c'est l'agilité. Donc, sur tous les niveaux. Agilité, pas au niveau gestion de projet, agilité au niveau organisationnel, au niveau structurel, design thinking. Rita nous a éclairé sur le design thinking et c'est-à-dire le prototypage. Et voilà, comme j'ai dit, donc globalement, la 4e révolution donc, force les entreprises à réexaminer la façon dont elles mènent leurs activités. Et, au fond, l'essentiel ne change pas. C'est-à-dire les chefs d'entreprise et les cadres dirigeants doivent comprendre l'évolution de leur environnement et remettre en question les hypothèses de leur équipe opérationnelle et innover constamment et inlassablement. Alors, pour les personnes, la 4e révolution industrielle ne modifiera pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous sommes. Cette inexorable incorporation de la technologie à nos vies nous a déjà fait perdre certaines capacités propres à la nature humaine, comme la compassion et la coopération, certaines capacités propres à la coopération. Donc, la relation que nous entretenons avec nos smartphones est un bon exemple. Être sans cesse connecté peut nous priver d'un aspect fondamental de la vie, prendre le temps de se poser, de réfléchir, de participer à une conversation riche et humaine. On va vraiment agir sur notre conscience et sur notre c'est-à-dire présence. Et l'un des défis individuels les plus importants des technologies aussi, comme je l'ai dit, concerne la vie privée. Donc, comprenons instinctivement pourquoi ce défi est essentiel, mais le suivi et le partage d'informations à notre sujet sont une part cruciale de la nouvelle connectivité. Alors, comment y faire face il faut réagir, comme j'ai dit, il faut travailler sur notre conscience. Parce que la technologie, pas plus que les bouleversements qu'elle déclenche, ne constitue pas une force exogène sur laquelle nous n'aurions aucun contrôle. Chacun est responsable de guider son évolution en prenant quotidiennement des décisions de citoyens, de consommateurs et d'investisseurs. Donc, nous devrons peut-être saisir l'occasion et le pouvoir dont nous disposons pour façonner cette 4e révolution industrielle et la mener vers un meilleur avenir qui soit le reflet de nos objectifs
et de nos valeurs. Et pour ce faire, nous devons développer une vision globale et partagée de la manière dont la technologie affecte nos vies et remodèle nos environnements économiques, sociaux, culturels et humains. Ni les espoirs ni les risques n'ont jamais été aussi élevés. Et finalement, donc, la démarche éthique, dans la démarche éthique, il y aurait au moins deux principes à appliquer. C'est-à-dire pour respecter la vie privée des personnes, déjà, il ne faut pas nuire aux autres, ne pas leur causer délibérément un dommage. Il faut considérer chacun également sans discrimination. Et je termine par cette citation de Laurent Alexandre, un chirurgien urologue, auteur et chef d'entreprise DNA Vision, qui a dit « Nous entrons dans une guerre cérébrale, les cerveaux de silicium contre les cerveaux de ceux qui ont créé ces derniers. » Je vous remercie les diamants pour votre attention.